Je vous propose un voyage à la rencontre des lieux qui nous rassemblent et de tous ceux qui les conçoivent. Explorons ensemble les bouleversements qui nous invitent à réimaginer le rôle, l'exploitation et l'organisation de l'immobilier tertiaire et au-delà. Pour cela, nous allons partir à la rencontre de tous ceux qui les font, sans exception. De la conception à l'exploitation, de l'architecte au directeur immobilier, du property manager au FMeur, des utilisateurs aux startups PropTech, pour imaginer à quoi ressembleront les espaces de demain. Des espaces qui ont du sens, économiquement, opérationnellement, humainement. Comprendre ensemble toutes les nouvelles dimensions d'espace qui, enfin, nous ressemblent. Bienvenue dans The Spacecraft, à la découverte des espaces de demain avec tous ceux qui les conçoivent. 3, 2, 1, décollage. Si la redéfinition du rôle des espaces de travail est un défi quotidien pour ceux qui les gèrent, c'est parce que c'est devenu un enjeu crucial pour ceux qui les occupent. Remettre l'occupant au centre du jeu, rééquilibrer le contrat entre les entreprises et les collaborateurs, et comprendre les nouvelles attentes qui dessineront les contours des espaces de travail de demain. Pour la première fois dans The Spacecraft, nous partons à la rencontre d'une start-up PropTech, et j'ai le plaisir de recevoir Vianney Goater, le cofondateur de Descare, pour parler de ces nouveaux enjeux. The Spacecraft, saison 1, épisode 6. C'est parti. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec Vianney Goater. Donc, bonjour Vianney. Salut Julien. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu l'ouverture d'un nouveau cycle pour The Spacecraft, parce que on s'était dit qu'on allait rencontrer toutes les personnes qui gravitent autour des écosystèmes immobiliers. Donc on a vu des facility managers, on a vu des property managers, on a été voir en France, en Angleterre, et aujourd'hui en fait c'est la première start-up qu'on rencontre. Donc une start-up qu'on pourrait définir dans un univers très large, qui est cet univers de la PropTech, qui est un nouveau mot, mais en gros toutes les technologies appliquées à l'immobilier. Et on avait cette volonté d'aller voir des startups, et on commence donc du coup par Descare, donc que tu représentes. Tu es le PDG enfin le CEO, la startup on dit CEO de Descare. Vous êtes une jeune pousse française, et vous avez sorti récemment un papier qui est assez intéressant sur la thématique de qu'est-ce qu'attendent les employés justement sur leur retour au travail. Donc c'est pour ça que je voulais vous voir. Et avant de commencer et d'attaquer sur ce sujet-là, je vais te laisser te présenter et présenter un petit peu votre activité. Écoute, déjà je suis ravi d'être là et d'être à ton micro, d'être la première start-up aussi que t'interroges. C'est une fierté. Descare, effectivement, c'est une entreprise que j'ai cofondée avec Thomas et Victor, qui sont mes deux cofondateurs, et on a créé une solution logicielle d'organisation du télétravail et du flex office. Pour permettre aux entreprises de gérer plus facilement ce passage au nouveau mode de travail. Ravi d'échanger avec toi, parce que nous aussi on rencontre énormément de facility managers, direction de l'environnement de travail, et puis aussi beaucoup de personnes des ressources humaines, deux fonctions qui sont de plus en plus liées aujourd'hui, et qu'on juge un peu forcément qui doivent être conciliées dans la définition des espaces et des attentes des collaborateurs. Et c'est justement en discutant avec ces gens-là qu'on a eu l'idée de ce livre blanc qui est sorti donc il y a quelques semaines maintenant, autour de cette question de qu'attendent aujourd'hui les collaborateurs. Pas de réponse unique, vaste sujet, mais voilà, on voulait s'y attaquer un peu et voir ce qu'on pouvait en tirer. Eh ben c'est top. Et alors j'avais pas prévu de commencer par là, mais puisque t'en parles, forcément, c'est une thématique qui est assez intéressante. Et là, on était hier sur Workspace Expo, donc un salon qui rassemble les directions de l'environnement de travail et toutes les professions qui gravitent autour. Il y avait une conférence d'ailleurs sur le rapprochement du facility management et des ressources humaines. Donc c'est une thématique que tu évoques, et je vais peut-être envie de commencer par là, parce que cette thématique, le retour au travail, en fait, le retour au bureau, forcément ça fait travailler les deux fonctions de façon main dans la main finalement. C'est clair, pour moi c'est obligatoire, c'est un peu la marge des choses.
Par où commencer sur ce sujet? On est sur un enjeu aujourd'hui pour la direction de l'environnement de travail de ramener les gens au bureau, ou en tout cas d'en faire des lieux qui sont attractifs, pour marquer une vraie différenciation avec le télétravail, donc, depuis que c'est possible dans la majorité des entreprises. Et qui a jusqu'à aujourd'hui cette responsabilité de faire vivre la culture, d'attirer les gens, qui parle de rétention en permanence, c'est les ressources humaines. Et jusqu'ici, l'environnement de travail, ce qu'on voyait, c'est qu'il reportait majoritairement à la finance ou à la direction de l'immobilier, qui elle-même est rattachée à la finance toujours, avec cette logique de, on a des bureaux qui sont en fait un moyen, qui sont une charge déjà au compte de résultats de l'entreprise et qui sont un peu un poids mort financier, mais nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Maintenant, on le voit plus comme un investissement qui va permettre d'attirer, de retenir les gens. C'est vraiment les entreprises s'en cachent pas. Je pense à Pernod Ricard, donc qui a investi dans magnifiques locaux de The Island à côté de Saint-Lazare, là dans Paris. Il l'utilise vraiment et il communique là-dessus comme un aimant, comme un moyen d'attirer les gens au bureau, avec une quantité de services astronomiques, avec des bureaux d'une qualité vraiment incroyable, et puis avec aussi des marqueurs d'identité assez forts. Il y a des bars avec qui servent qui représentent un peu chaque marque du groupe Pernod Ricard à chaque étage, une vue magnifique sur tout Paris, etc. Donc on est vraiment dans cette logique de comment on crée de l'attraction chez le collaborateur. Et pour ça, les directions de l'environnement de travail sont obligées de se pencher sur ces sujets culturels et d'attraction des collaborateurs, et forcément, qui de mieux que les RH pour faire ça. On voit ça à échelle assez petite dans les startups scale-up, où très souvent c'est le département RH qui a cette responsabilité aussi de l'environnement de travail. Mais je pense que ça se traduit aujourd'hui de plus en plus dans les projets d'immobilier, et d'ailleurs on voit que les RH sont systématiquement impliqués. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel on est assez vigilant, nous, qu'il y ait systématiquement au moins des sponsors RH dans ces projets-là de réaménagement, de passage au flex, qu'il y ait également la communication interne qui soit impliquée, parce que il y a un enjeu de marque employeur, d'implication des salariés très fort, et donc voilà, pour moi, c'est vraiment le gros axe des 5 prochaines années. Il y a des ateliers un peu dans tous les sens. J'avais vu l'ARSEC, l'IDET maintenant, qui... Chaque fois qu'on dit ARSEC, c'est 5 € dans la boîte. L'IDET qui organise aussi une conférence sur comment faire travailler ensemble mieux les RH et l'environnement de travail. Je pense que c'est un des gros sujets aujourd'hui, de faire collaborer ces deux environnements. Alors on va revenir sur les enseignements justement du livre blanc que vous avez édité. Sur les attentes, mais là ce que j'entends, c'est qu'il y a désormais une expression réellement physique en fait de la culture d'une entreprise, et forcément qui va prendre en charge cette expression physique, c'est-à-dire dans les bâtiments, ça va être l'environnement de travail, les responsables de l'environnement de travail, les facility management, et qui vont faire exister physiquement cette culture. Donc pour revenir sur justement ces enseignements-là, quels sont les peut-être 3 grands traits que vous avez pu retirer de cette étude que vous avez eue avec vos partenaires? Alors, le sujet, effectivement, c'était qu'attendent les collaborateurs de leur bureau aujourd'hui. Je pense que le gros point à retenir, c'est que ils veulent travailler ensemble. C'est vraiment basique comme besoin, mais en fait ça vient en contradiction assez forte avec le télétravail qui s'applique bien à des tâches qu'on peut faire soi-même, qui nécessitent beaucoup de focus, où on va chercher à produire, à être vraiment dans cette logique de productivité. Au bureau, on est dans cette logique de collaboration qui est très forte, et au service duquel l'environnement de travail doit se placer. C'est-à-dire que les espaces doivent être pensés autour de ça, le matériel qu'on met à disposition des gens doit être pensé autour de ça, etc. Maintenant, si on élargit un peu, nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait ça se répartissait autour de 2 grands axes. Il y avait le principe de qu'est-ce qu'ils attendent de leur bureau en termes notamment de localisation, de voir le bureau comme une commodité. On est vraiment passé dans une logique de salarié qui est un consommateur du bureau. Et puis la deuxième chose, c'est comment on exploite ensuite ce bureau, comment on le fait vivre. Comment on lui donne vie. C'est pas tout d'avoir des beaux espaces, mais il faut que vraiment il soit vivant, qu'il reflète la culture pour attirer les gens.
Ce qui fait revenir les gens au bureau, c'est deux choses. Ça va être les événements, ça va être les personnes aussi qu'on voit sur site. Et c'est ça qu'on essaye de traduire aussi dans notre mission d'entreprise aujourd'hui, c'est donner les moyens aux gens de revenir pour les bonnes raisons au bureau. Remettre de l'intention dans la décision de venir au bureau, qu'on vienne pas par hasard, qu'on vienne pas parce qu'on nous y oblige, sur des jours fixes de présence par exemple, on pourra en reparler, oui. Mais qu'on y vienne vraiment par choix et parce qu'on pense que c'est pour les tâches qu'on doit faire ce jour-là, là où on va avoir la meilleure expérience. Et c'est aussi facilité par le principe de centralité qu'on retrouve de plus en plus, c'est-à-dire que des entreprises sont prêtes à abandonner de l'espace et des mètres carrés pour être dans un environnement plus central ou en tout cas mieux desservi et faciliter le quotidien des collaborateurs. C'est un des gros axes aussi, permettre aux gens d'éviter 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour. On est vraiment dans la qualité de vie au travail et la centralité des espaces y participe grandement. Oui, alors là il y a plusieurs choses à creuser. Je commençais justement peut-être par ça, c'est-à-dire que ce mouvement qu'il peut y avoir des entreprises vers des espaces plus centraux, mais également souvent plus petits, puisque ça va de pair. On a des exemples, tu pourras peut-être nous en citer, mais d'entreprises qui ont fermé certains endroits et qui sont redirigées vers des espaces plus centraux pour pouvoir faciliter la venue de leurs collaborateurs, en tout cas la rendre plus attractive et moins contraignante. Donc la localisation, c'est un point important. Les services, j'entends aussi que c'est un point qui est de plus en plus important, et le propos, j'ai le terme anglais en tête, c'est the purpose, c'est-à-dire le sens de cette venue, puisque elle est plus simplement, on n'est plus là pour forcément avoir un poste avec un écran, on est plus sur quelque chose de collaboratif. À quoi ils ressemblent du coup ces nouveaux espaces? Et parce qu'avant on avait un mètre carré utile qui était globalement un mètre de bureau avec le moniteur, l'ordi, voilà, même si c'était pour y mettre des bureaux, des stand-up office, c'est que ça, c'est très bien, mais est-ce que c'est pas des espaces différents qu'il faut? C'est clair. Déjà, ça passe par le passage au flex office qu'on voit de manière vraiment généralisée aujourd'hui. Alors, des entreprises sont plus ou moins rapides à l'adopter, et il y en a aussi beaucoup qui ont peut-être cette vigilance sur comment les salariés vont le ressentir. Il y a une vraie logique de donnant-donnant pour moi dans le flex office qui est hyper importante. C'est-à-dire que les salariés doivent pas le voir comme quelque chose qu'on leur enlève simplement. On leur enlève la photo sur le bureau, on leur enlève leur maquette, on leur enlève, ils peuvent avoir l'impression qu'on les dépossède de quelque chose. Et donc c'est très important que l'entreprise montre les bénéfices qu'ils vont attendre au-delà d'une économie de mètres carrés. Là-dessus justement, le flex office, c'est rarement une bonne idée de voir qu'une logique financière dans le passage au flex office et dans ces nouveaux bureaux, parce que d'une part, juste arrête, quand tu parles de logique financière, c'est simplement dire ok, de combien je peux réduire ma surface, c'est ça, pour pouvoir se dire j'absorbe les jours où j'ai un maximum de monde, mais je n'ai pas 4 jours sur 5 où finalement j'ai que 50%, 30%, 40% de mon espace exploité. Exactement. Ça, c'est la logique purement financière. Il y a une logique de rationalisation, parce que on voit que on est, dans beaucoup d'entreprises, à 50-60% de taux d'occupation, voire beaucoup moins, et le vendredi, ça peut tomber à 10%, quoi. À tel point qu'il y a des entreprises comme Allianz, notamment, qui ont choisi de fermer complètement des espaces le vendredi, de regrouper les gens dans une seule tour, pour justement limiter aussi leur charge d'exploitation sur certains bâtiments. Donc il y a une logique financière, mais qui doit pas être comptée uniquement en mètres carrés économisés, c'est-à-dire que le meilleur moyen de faire accepter le flex office et que les gens y adhèrent, c'est de donner quelque chose en échange. Et ça passe par exemple par des espaces collaboratifs en plus. C'est-à-dire qu'on va certes enlever des espaces individuels, c'est le principe du flex office, en tout cas c'est des espaces attribués qui vont être enlevés, on va dire, et qui vont passer en espaces sur lesquels chacun peut se placer en fonction d'un zoning qui a été défini, etc. Mais on va mettre à la place plus de salles de réunion, par exemple, qui est une grosse demande aujourd'hui. On va mettre à la place des espaces de service,
quelque chose qui va permettre, par exemple, une cafétéria, qui va permettre des échanges informels, un atrium ou un espace de conférence où des personnes vont pouvoir partager leur réussite dans l'entreprise. C'est des choses qu'on voit beaucoup et qui vont permettre de mieux faire vivre l'entreprise que finalement des bureaux attribués individuellement. Donc il y a cette logique de on passe au flex, et c'est là où les RH et la communication interne sont hyper importants dans le passage au flex, c'est de montrer tout ce qu'on met pour le salarié en contrepartie de ce flex office là qui va venir quand même rationaliser des espaces côté immobilier. Donc voilà, donc cette logique de réinvestissement des économies, elle est hyper importante et on essaye aussi de sensibiliser un peu les gens là-dessus. On a un peu dévié de ta question initiale sur à quoi ressemblent les espaces. Non mais vas-y, tu fais tes relances très bien tout seul. Non mais pour y revenir, c'est du coup je pense des espaces un peu plus petits, avec plus de salles de réunion, plus de moments qui permettent, enfin d'endroits qui permettent de séparer aussi les moments de production, les moments de collaboration. Je donne un exemple, mais on voit des phone box se multiplier dans les espaces parce que au milieu de ces open space en flex office, on a besoin quelquefois de moments de focus ou de faire des visios, des choses comme ça qui nécessitent de s'isoler convenablement. Et pour ça, on n'a pas envie de monopoliser les salles de réunion uniquement dans ce but-là. D'ailleurs, il y a une grosse tendance aussi à la réduction de la taille des salles de réunion. C'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Merci. Très peu de gens maintenant ont besoin d'une salle de réunion pour 12. Il y a systématiquement la moitié des personnes de la réunion qui sont à distance. C'est inversement très important d'avoir des salles de réunion de 3-4, mais très bien équipées pour faire de l'hybride, avec des pieuvres, avec des webcams de bonne qualité, etc. Ça, c'est une thématique, il faudra qu'on la creuse aussi, parce que il y a deux choses que j'ai envie de voir. C'est par rapport à ce que tu disais, il y a la logique purement financière, c'est quelle nouvelle KPI, on va dire, quels nouveaux indicateurs clés pour voir en fait la valeur d'un espace, parce que la valeur d'un espace, on se rend compte qu'elle n'est pas que financière, hein, elle est aussi pour la rétention, donc elle est aussi une valeur ressources humaines, mais qu'est-ce qu'on met dessus? Est-ce que c'est des enquêtes, etc. Donc, première question sur quels sont les nouvelles KPI de ces espaces, comment on mesure leur valeur, et deuxième question, c'est par rapport à l'équipement, ce que tu disais, à savoir qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'un espace peut apporter à un salarié, parce que c'est un peu presque une obligation aussi de chaque entreprise de fournir les outils à chaque employé pour réussir sa mission, et quels sont ces nouveaux outils qui peuvent le fournir. Alors, tu parlais d'outils collaboratifs, mais ça peut être des outils techniques. C'est deux questions qui n'ont rien à voir, mais pour pas les perdre, je te les pose maintenant, et puis voilà. Carrément. Les KPI. Les KPI, il y a une vraie réflexion là-dessus, d'autant plus si justement on passe d'une logique financière à une logique aussi de culture. C'est hyper important de mesurer déjà l'impact des changements qui sont faits sur la présence au bureau. Donc il y a différents outils à la fois technologiques, physiques, ça peut être des capteurs, ça peut être des plateformes, ça peut être plein de choses qui vont permettre de mesurer la présence. Et ça, pour le coup, il y a encore des directions de l'environnement de travail qui n'ont pas de données de visibilité là-dessus. Mais ça reste presque financier, j'ai envie de dire. Ça reste financier, et en même temps, c'est un indicateur aussi de à quel point ton environnement de travail est attractif. D'accord. À quel point, en fait, en passant au flex, en regroupant du monde sur un même espace, en animant avec des événements, on arrive à faire revenir les gens. Et par exemple, corréler les événements qui sont organisés et l'observation du taux de présence, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Est-ce que mes événements ont un impact sur la venue des gens? Est-ce qu'on arrive à générer de l'adhésion? Et ça veut quand même dire que par défaut, tu ne mets pas de jours de présence obligatoire. Parce que si tu mesures ta présence et qu'elle est obligatoire, tu vas retrouver les mêmes résultats, quoi. Ouais. Donc je sais qu'on en a discuté avant et ça fait partie de ta philosophie, c'est de dire de ne pas mettre de jours de présence obligatoire. C'est aussi ça qui va permettre de mesurer l'attractivité d'un espace, et ça peut aussi éviter certains écueils que tu peux évoquer. C'est un de nos gros combats, les jours de présence fixes, en tout cas. Enfin, je pense que maintenir des jours minimum de présence, c'est quelque chose qui s'entend très bien. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le full remote, le modèle de 100% en télétravail et ses limites. Donc nous, on croit effectivement à ces minima de présence qui doivent pas vraiment être
présenté comme tel d'ailleurs. Il y a une logique aussi de brander, de communiquer sur son retour au bureau qui est très importante. On pourra y revenir, ça fait encore un point important, mais comment faire revenir les gens au-delà d'un simple chiffre en fait. Il faut pas que ça se limite à 3 jours de présence ou 50%, mais il doit y avoir une philosophie, des valeurs derrière qui sont communiquées. Ces jours fixes de présence en général sont un peu le marqueur pas d'une impuissance, mais on va dire que les entreprises qui l'adoptent, ça va plus être une solution de facilité, dans le sens où on se dit c'est plus simple de le gérer comme ça, ce qui déjà peut se discuter, mais surtout ce qui va un peu faire le travail à moitié en termes de flexibilité offerte aux collaborateurs. On leur dit, on vient de passer 6 mois à mettre en place un accord de télétravail qui met tout le monde d'accord et sur lequel tout le monde est heureux, et en fait on vient leur réimposer des contraintes sur des jours fixes qui les arrangent pas du tout en termes d'équilibre pro-perso, ce qui était quand même de base un des gros enjeux du passage au souvent c'est les mêmes jours fixes de semaine en semaine, donc il n'y a pas vraiment de flexibilité. C'est une nouvelle rigidité, mais juste plus segmentée. Voilà. Et c'est comme ça que tu crées des silos aussi, des équipes qui se croisent pas finalement parce qu'elles n'ont pas le même jour de présence. Voilà. Donc l'équipe du mardi, l'équipe du mercredi. Donc on a vu mieux en termes de collaboration. Au contraire, nous on croit beaucoup à une logique d'incitation, de dire on va pas imposer des jours fixes de présence au bureau. En revanche, on va proposer, notamment sur les jours où il y a le moins de présence, le lundi et le vendredi, des événements qui vont essayer de lisser la courbe de présence. Moi, j'ai un peu en tête l'image d'une courbe qui ressemble à un chameau, avec le mardi et jeudi 2 grosses bosses, le mercredi c'est un peu plus vide, et puis le lundi et le vendredi, c'est même pas la peine d'y penser. Si tu veux passer dans une logique d'optimisation, il faut un peu lisser ça, et comment on lisse ça ? C'est avec des événements, des services qui sont proposés sur ces jours-là, exactement, des bonnes raisons d'être là. Et alors, j'ai une question peut-être un petit peu, comment dire, piquante, mais on verra bien. Mais est-ce qu'il y a vraiment des raisons suffisamment bonnes d'être là ? Est-ce qu'on n'est pas parfois un peu dans l'artifice ? C'est-à-dire que on sait très bien pourquoi le vendredi et le lundi il va y avoir moins de monde, parce que ça va permettre d'organiser peut-être des week-ends plus longs ou une fin de semaine plus cool. Mais est-ce qu'il y a des vraies bonnes raisons d'aller au bureau un vendredi ou lundi, c'est une autre question, mais est-ce qu'on arrive à faire des suffisamment bonnes raisons, ou est-ce que c'est des artifices qui vont être de l'ordre du, je sais pas moi, Thanks God It's Friday, quand je travaillais chez Google, j'en avais ça, où tu avais à 17h des trucs, donc tout le monde restait jusqu'à 17h. Ouais. Est-ce qu'il y a des raisons suffisamment bonnes aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il ne faut pas abandonner ces jours-là, entre guillemets ? Il y a même des tests sur les semaines de 4 jours, donc est-ce que c'est corrélé, finalement, ces tests-là ? Il y a des entreprises qui ont fait ce choix d'abandonner, comme tu as dit, ces jours-là. Pour moi, fermer des espaces, ça répond un peu à cette logique, mais en fait, il y a toujours des gens aussi qui ont pas forcément les bonnes conditions, les moyens. Je pense aux populations jeunes qui sont à Paris, qui sont pas forcément qui sont pas d'ailleurs dans des 100 mètres carrés, disposer d'un bureau au calme, etc. Il y a toujours des gens qui voudront être là au bureau le vendredi. L'enjeu, c'est de se dire comment on leur assure une expérience qui soit pas dégradée, et notamment, moi je crois beaucoup, on parle par exemple des fermetures de bureaux le vendredi ou de fermetures d'espaces partiels. Il y a une logique financière d'économiser des OPEX, de moins chauffer ces espaces, etc., certes, mais le vrai enjeu pour moi, c'est surtout de regrouper les gens qui sont là sur des espaces qu'on va rendre vivants, plutôt que d'avoir 4 personnes par étage sur une tour de 20 étages. Où en fait, là, c'est une ambiance de mort le vendredi, et c'est comme ça que on perd encore plus les gens qui étaient en fait initialement motivés pour venir. Donc il y a, les vraies raisons qui vont pousser les gens à revenir le vendredi, c'est déjà être sûr qu'il y aura d'autres gens avec eux, et d'enrayer ce cercle vicieux de on est vendredi, donc je pense qu'il n'y aura personne, donc moi-même je ne viens pas, et donc je donne des raisons aux autres de ne pas venir parce que moi-même je n'y serai pas. Si on donne de la visibilité aux gens sur qui il y a, et si on les regroupe dans des espaces de manière à ce qu'ils soient un minimum vivants, remplis, etc., on va dire que les vaillants du vendredi se serrent les coudes entre eux. Oui, non, mais ça peut créer une ambiance, un jour particulier. Exactement. Chaque jour a un peu sa tonalité, son Exactement. mood. Complètement. Ouais. Moi, j'y crois beaucoup.
Je viens sur une question en fait par rapport l'obligation de moyens que chaque entreprise a de fournir les outils pour bien bosser. Tu mentionnais un truc intéressant, c'est que chez soi, chacun n'a pas nécessairement les bonnes conditions de travail. Alors je parle des outils. Alors ça, les départements des ressources humaines, les départements SI ont fourni sans doute des meilleurs outils, ça évolue avec le temps, mais les conditions, c'est autre chose, avoir la place, l'espace, la tranquillité, la connexion peut-être. Là, on se posait la question à l'origine de comment faire revenir les gens au bureau, mais j'ai l'impression aussi qu'on n'a pas donné du tout le bon guide du télétravail et que finalement, le meilleur argument pour retourner au bureau, ça peut être aussi de se dire que les conditions chez soi, c'est peut-être pas fait pour ça, quoi. Enfin, ou en tout cas, on n'a pas encore trouvé la bonne formule pour travailler chez soi correctement. C'est clair. Là-dessus, je reviens sur que veulent les gens, qu'attendent les gens de leur bureau. Quand je dis travailler ensemble, c'est pas simplement être ensemble. C'est les personnes d'une entreprise, quand même, elles sont là pour travailler ensemble. Et c'est un devoir de l'entreprise de leur fournir le top du top de l'équipement qui va leur permettre d'être performants. C'est pas la peine, c'est ça, mais c'est pas la peine de faire une super cafétéria si l'ordi de tous les collaborateurs il met 6 minutes à s'allumer et qui rame à la moindre tâche qu'ils essayent de faire. Donc la priorité, je pense qu'il y a des directions de l'environnement de travail qui l'ont bien compris, et je visitais les bureaux de BIC notamment, où l'équipe d'environnement de travail, et c'est Guillaume Coquet qui m'a fait visiter les espaces, ils sont magnifiques. Et en fait, la priorité, c'était investir dans du matériel ultra haut de gamme. Donc, des webcams qui sont incroyables, du matériel isolant pour les salles de réunion où on n'entend pas une mouche voler, des ordinateurs top class, des écrans incurvés, enfin des choses en fait qui vont permettre aux personnes d'être performantes. De la même manière, des sièges de bureau ultra confortables pour prévenir les maux de dos qu'on a quand on est en télétravail. En fait, c'est vraiment pour moi une des missions premières de l'entreprise, et mettre du matériel de qualité à disposition de ses employés, c'est aussi montrer qu'on fait attention à eux. Et donc, pour moi, c'est un des postes de réinvestissement dans lequel doivent aller les économies qui sont réalisées avec le flex office. Donc ça, l'équipement de travail, avant de penser aux loisirs, le bureau, c'est pas Disneyland. Voilà, c'est bien de multiplier les services, de multiplier les choses comme ça, mais en fait, ça reste un endroit où on veut travailler, être performant, faire son boulot. Ça appelle une question qu'on entend souvent. On entend souvent, voilà, les espaces doivent muter pour aller vers des espaces de collaboration. Donc, effectivement, tu le mentionnais, le changement de la typologie d'espace pour être plus collaboratif, les espaces des salles de réunion, des cafés, des zones d'un peu tampons comme ça où on peut se regrouper et partager. Mais collaborer, c'est pas juste se poser l'un à côté de l'autre et parler, quoi. C'est ça. C'est de se dire, voilà, quels sont les nouveaux outils, peut-être parfois tech, parfois différents, ça peut être des outils d'aménagement. Quels sont les nouveaux outils pour collaborer? Donc là, tu mentionnais tout ce qui va être tech, webcam, etc. Mais ça peut être aussi physiquement, comment on fait pour trouver des supports à la collaboration, parce que ça c'est pas si simple que ça de collaborer. Il s'agit pas juste de se poser l'un à côté de l'autre. C'est clair. Et c'est intéressant d'avoir cette réflexion dans ces nouveaux espaces. Ça passe par le matériel, et puis je crois aussi pas mal aussi à la dimension inspirante des espaces. Se dire qu'il y a des espaces par la luminosité, par ce qu'on y met, par la personnalité aussi qui dégage, qui vont inspirer les gens, qui vont déjà leur donner envie de revenir, mais surtout qui vont les placer dans une logique où on a plus d'idées, on travaille plus facilement ensemble. Il y a de plus en plus, par exemple, la question de l'art dans les espaces de travail. Des sociétés qui mettent à disposition des collections d'art. BIC, justement, je reprends l'exemple, mais a une collection d'art privé dans ces espaces. C'est pas forcément accessible. Tout le monde n'a... Non, c'est clair. Mais tu vois, même des plantes, des choses comme ça, de la lumière répliquée aussi, enfin des exemples de lumière biodynamique, je crois, qui répliquent la lumière de l'extérieur, etc. On est loin des espaces grisâtres avec des néons au plafond, non, mais c'est ça. Sous-sol gris. C'est clair, tu parlais des bureaux Shutterstock, c'est les bureaux qui se ressemblent. Cette expression. Non, mais c'est exactement ça. Il faut des bureaux qui aient de la personnalité et auxquels les gens adhèrent. Quitte aussi à on va dire, enfin, si les bureaux sont pas un minimum peut-être clivant, ou qui dégagent une personnalité qui est propre et qui reflète les valeurs de l'entreprise, eh ben on aura des personnes à l'image de ces bureaux qui ont pas de personnalité, enfin voilà, des personnes qui sont interchangeables, comme les bureaux sont interchangeables. Au contraire, si on a des bureaux avec des éléments ultra différenciants,
je pense, enfin c'est bête, hein, mais le bar à chaque étage de Pernod Ricard avec les marques qui sont là, qui sont la fierté des collaborateurs du groupe Pernod Ricard, c'est quand même un élément d'adhésion collaborateur très fort. Je passe tous les jours devant la marque pour laquelle je bosse et avec le produit dont je suis fier. C'est quelque chose de fort, quoi, d'un point de vue engagement collaborateur. Donc moi je pense que les directions de l'environnement de travail ont un rôle très fort à jouer sur quelles sont les valeurs de l'entreprise, qu'est-ce qui fait que les gens se reconnaissent dans mon entreprise, et ensuite comment je le traduis dans mon environnement. Et c'est pour ça qu'ils peuvent pas être les seuls à réfléchir là-dessus. Ça passe par aussi interroger les équipes, qu'est-ce qui fait qu'ils se sentent attachés à cette entreprise, et une fois qu'on a ces valeurs-là vraiment mises sur le papier, ok, ça fait un brief d'architecte, un brief d'aménageur, un brief de nouveaux bureaux. Et on en discutait, mais j'ai envie de dire qu'il soit agile dans le sens où il n'est pas figé. C'est-à-dire que ce serait une grosse erreur de se dire ok, on va passer d'un modèle à un autre, mais hop, on nous livre un nouveau modèle et c'est parti pour les 10 prochaines années. J'ai l'impression que on va vers quelque chose où il y a une espèce de boucle d'itération qui rappelle presque le développement du software. Hein. C'est-à-dire que on livre quelque chose, mais surtout, on veut qu'il soit modulable pour pouvoir itérer et l'améliorer en permanence. Complètement. Je reprends Guillaume Coquet, hein, il va être sponsor du podcast. Ouais, vraiment, il va falloir l'interroger. Non, mais il avait cette phrase que je trouvais assez juste, c'est les bureaux in fine. Donc, on a beau tout planifier, penser les espaces comme ce qu'on veut, avec des zones, par exemple, je prends l'exemple des zones silencieuses, des zones calmes, des zones bruyantes, etc. In fine, les bureaux, ils seront uniquement ce que les collaborateurs en feront. Ça demande d'ailleurs pas mal d'humilité et de recul de la direction de l'environnement de travail sur le fait que, oui, peut-être que tel espace, il sera pas utilisé exactement comme je l'ai pensé, mais en fait, qui suis-je par rapport aux attentes des collaborateurs justement pour en faire ce qu'ils en veulent. Donc il y a une logique d'itération, d'être à l'écoute après la livraison des espaces et des bâtiments, de comment les gens veulent l'utiliser, qu'est-ce qu'ils en attendent, et comment on peut au quotidien l'améliorer. Le travail des directions de l'environnement de travail, il s'arrête pas à la livraison du bâtiment, il s'arrête jamais en fait. Enfin, c'est une itération constante, et ça nécessite une prise de pouls régulière via des groupes de travail, via des enquêtes, des choses comme ça. Et un exemple aussi à notre modeste échelle, mais il faut que les prestataires aient cette flexibilité aussi sur le fait d'accepter qu'un espace n'est pas figé, qui va évoluer dans le temps, surtout par exemple dans les premiers mois après la livraison d'un bâtiment, et que on puisse avoir cette flexibilité dans cette gestion des espaces-là. Si à chaque fois qu'on doit faire la moindre modification, on est dans l'usine à gaz et il n'y a pas d'agilité là-dessus, en fait on enferme les entreprises dans une manière de penser qui est on a livré le bâtiment, on peut plus y toucher. Et bon courage à ceux qui prennent place. C'est très intéressant parce que c'est un nouveau paradigme qui doit forcément être partagé par l'ensemble des acteurs de cet écosystème-là. Et je l'ai dit au début, c'est un peu la vision de ce podcast, c'est de les faire converser. Et les silos, ça existe chez les occupants, chez les employés, mais ça existe aussi avec les différentes fonctions qui s'occupent des espaces. Et là, on voit que si quelqu'un veut des espaces flexibles, si les employés veulent des espaces flexibles, il faut que ça remonte jusque au facility management ou au FMR ou à l'agent de propreté, à tous ceux qui gravitent dans cet écosystème-là. Il faut trouver des systèmes agiles qui leur permettent de changer quand ils veulent changer. Et alors, ça m'amène sur un autre sujet, c'est que à un moment donné, il y avait eu la discussion de dire voilà, les espaces, maintenant les QG, il n'y a plus personne qui vient dedans, donc il faut que ce soit des magnifiques vitrines de la marque. Et ce que j'entends, ça va bien au-delà. C'est-à-dire que une vitrine, c'est quelque chose où les employés sont un peu passifs, on les met devant une espèce de voilà, ça c'est des valeurs, un peu un lavage de cerveau. Là, ce que j'entends, c'est qu'il faut qu'ils se l'approprient, il faut qu'ils soient partie prenante, et il faut qu'ils soient actifs dans ce processus-là. Et donc, j'aime bien l'idée de l'humilité, c'est-à-dire d'être à l'écoute. Voilà. Et ça passe par la donnée aussi, c'est-à-dire que le projet, il est livré. On regarde si les personnes y viennent ou pas, et en fait c'est le seul indicateur de succès. C'est est-ce que les personnes s'y reconnaissent, est-ce qu'elles sont contentes d'y aller. Si on livre un bâtiment, enfin j'ai quelques exemples en tête, mais des bâtiments qui sont magnifiques, flambant neufs, etc., et dans lesquels les gens reviennent pas. Ensuite c'est la vie dedans qu'on y met, et les directions de l'environnement de travail ont cette partie event aussi avec lesquels travailler,
ça passe par les RH, par la com interne. Communiquer sur les événements, enfin c'est une chose d'organiser les événements, c'en est une autre de bien communiquer, de faire adhérer les gens, parce qu'en plus il y a des budgets qui sont mis dans ces événements. Comment on fait pour générer une vraie adhésion vis-à-vis des collaborateurs à ces événements-là? Il faut que ce soit des canaux visibles, il faut qu'il y ait des ambassadeurs un peu de ces événements qui relaient ça auprès de leurs équipes. Donc le travail, il fait que commencer une fois qu'on a livré les espaces. Maintenant, c'est comment on y met de la vie de manière à donner envie aux gens d'y revenir. Ouais, et c'est effectivement tout l'enjeu. Et la communication, on a vu que c'était avec le télétravail quelque chose qui était plus compliqué, parce que de la même façon, on se dit on a un outil, on a un email, on utilise Slack, peu importe le méthode de communication, on se rendait compte que les gens, quand ils étaient à distance, c'était assez difficile de les faire collaborer et assez difficile de les faire communiquer. Et j'ai l'impression que dans ce retour au bureau, il y a aussi réapprivoiser cette communication pour qu'elle soit plus fluide et faire en sorte que il y ait plus ces silos justement, qu'on arrive à recollaborer. Il y a toutes sortes d'outils dont Desker fait partie pour justement réorganiser cette nouvelle collaboration. Et c'est assez intéressant parce que vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu sur la façon dont ces départements vont pouvoir travailler ensemble pour pouvoir proposer des espaces qui vivent régulièrement et qui vivent pas simplement de façon artificielle. C'est-à-dire que c'est pas les RH ou l'environnement de travail qui vont maintenir un respirateur artificiel en disant venez, mais que ça soit finalement une réappropriation où je sais pas, je dis ça, mais comme du user generated content, où c'est les employés qui vont créer eux-mêmes les événements à la fin. C'est vraiment un super espace. Sachant que ces outils, ils sont importants, mais ça reste que le support de la philosophie de l'entreprise. C'est pas l'outil magique, l'intranet flambant neuf, etc., qui va faire que les personnes l'utilisent, encore une fois. C'est d'abord capter les attentes, et ce qui fait aussi que telle entreprise a sa spécificité et a des gens qui reviennent plus sur tel jour. Mais de la même manière que, par exemple, mettre une salle de sieste, ça veut pas dire que les gens vont l'utiliser si la culture de l'entreprise derrière est hyper contraignante, que ça va être mal vu de l'utiliser, etc. Encore une fois, il faut la philosophie derrière, parce que tous ces arrangements, c'est qu'un support, mais si on peut pas les utiliser à bon escient, c'est un coup d'épée dans l'eau. Pour tout le monde. C'est ça. Et j'ai l'impression que ça a poussé pas mal d'entreprises à se pencher sur cette question de la culture, qui parfois était un peu un nice to have. On avait peut-être l'impression que c'était c'est anecdotique finalement. C'est à partir du moment où tu n'as plus besoin de te poser la question, de se dire est-ce que les gens doivent venir, donc ils viennent, il n'y a pas besoin de ça, qu'ils sachent tout ça. Voilà, on leur donne des fiches de poste, on leur dit tu fais ça, puis basta. J'ai l'impression que et le Covid et la perte du sens ont remis le sujet de la culture devant, avec quelques entreprises qui se sont retrouvées démunies, parce qu'évidemment tu as cité Big, tu as cité Pernod Ricard, donc c'est des entreprises qui sont des superbes exemples de culture qui sont pas été inventées du jour au lendemain. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train de s'inventer une culture par nécessité, parce que sinon c'est un enjeu de survie, c'est clair. C'est compliqué. Et ça rejoint l'idée de brander son retour au bureau. Par exemple, que ton retour au bureau, il se traduise pas simplement par une règle. Par un email. Non, mais c'est ça. Vous êtes attendu à 9h lundi. C'est ça, mais c'est terrible. Et puis, si tu prends un accord de télétravail, c'est terriblement ennuyeux à lire, quoi. C'est vraiment le document formel endormant par excellence. Alors que c'est une occasion formidable, le moment où on sollicite les équipes pour revenir au bureau, de communiquer sur ta culture et sur pourquoi tu mets cette telle politique. Plutôt que de balancer un chiffre comme ça au hasard, on dit, voilà, nous, on s'est réunis, on a mis en place des groupes de travail, on a mis en place des ambassadeurs, on a été à l'écoute de vos besoins. Nous, en tant qu'entreprise, on a aussi nos besoins que vous devez écouter et auxquels vous adhérez ou vous n'adhérez pas, même si l'enjeu c'est de trouver ce qui retient vraiment les gens dans l'entreprise. Et de ces discussions-là, il est ressorti tel et tel grand principe qui justifie le fait que maintenant on va opérer de telle manière. Et par exemple, je sais pas,
on est un groupe avec un ADN familial. Tous les mardis, on a un Hollands avec le patron historique qui vient présenter les chiffres ou je sais pas quoi. Donc, on va vous proposer de venir 2 jours au bureau, bien sûr en accord avec votre manager, bien sûr, enfin ça se fait en bonne intelligence. Faut aussi accepter qu'il y a des effets de bord, des choses, enfin à la marge qui justifieront que un tel a fait un jour 3 jours de télétravail au lieu de 2 et que c'est pas dramatique et personne n'en meurt, quoi. Mais voilà, c'est plus l'occasion de déployer une vision et une culture que juste de mettre en place une règle, encore une règle, on va dire. Et si les entreprises saisissent pas cette occasion-là, c'est vraiment une occasion manquée, parce que des changements aussi massifs que le retour au bureau post-Covid, la mise en place pour la première fois dans l'histoire d'entreprise, hein, pour beaucoup, c'est du jamais vu. C'est une occasion assez unique et donc faut pas se foirer, quoi. C'est une belle conclusion. Ouais. Mais alors ça me fait tracer un parallèle intéressant. Je trouve presque une nouvelle philosophie globale de l'espace de travail et des espaces particuliers. Enfin, en général, c'est que ils sont partagés, ces espaces. Ils sont partagés par beaucoup d'acteurs. En l'occurrence, là, tu parles de 2 acteurs qui ont dû discuter d'une certaine façon, en effaçant un peu un rapport de domination qui existait avant, en disant voilà, vous allez faire ça, et c'est comme ça que ça se passe. Même dans ton contrat de travail, c'est comme ça. Voilà. C'est une partie importante, mais j'ai l'impression que voilà, il y a un peu plus de remontée et de collaboration. Et pourquoi je pense à ça, c'est parce que hier j'écoutais une conférence en l'occurrence sur la propreté, où il y avait le responsable des services généraux de Thales qui disait non mais vous voyez, les appels d'offres avec ce rapport de domination, vous le faites comme ça, donnez-moi un prix et on va tout tirer vers le bas, moi ça m'intéresse pas, je vais voir les gens, je leur dis voilà ce que je veux que ce soit propre. Et vous allez me dire comment vous allez faire pour le faire et combien ça coûte. Et donc ils reviennent avec une proposition. Et donc j'ai beaucoup aimé ça parce que il y avait ce rapport justement non pas de domination mais plus de collaboration avec des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et là, on a entamé le podcast en disant voilà qu'est-ce qu'ils veulent pour revenir au bureau, les employés. Donc ces employés, ces collaborateurs plutôt savent ce qu'ils veulent et on va les écouter. Et de la même façon, nous on va leur dire ce dont on a besoin et on va repartir. Et ces nouveaux termes-là, j'ai l'impression que c'est un peu le nouveau paradigme des espaces, c'est de collaborer, mais à un niveau qui peut être un peu plus c'est clair, lissé. avec les prestataires aussi. Moins cloisonné. C'est clair. Il y a exactement cette vision-là. Enfin. On en parlait sur le stand de Workspace Expo, mais c'est très marrant parce que les appels d'offres qu'on voit aujourd'hui, donc il y a des cahiers des charges de je sais pas combien de pages qui sont rédigés, etc. Mais il y a toujours une ligne qui dit le prestataire pourra être force de proposition sur tel aspect ou tel aspect. Et en fait, on se rend compte que oui, il y a des attentes, mais en même temps, il y a aussi beaucoup d'écoute de ces personnes-là qui ont besoin d'être guidées ou d'avoir des nouvelles idées par rapport à ce qui se faisait avant. C'est ça aussi qui permet à des entreprises comme nous d'exister, malgré notre jeunesse, on va dire, c'est que il y a une philosophie et un regard neuf un peu sur ces pratiques-là, qui vient compléter très bien l'expérience de ces personnes qui ont vu 30 ans d'aménagement des espaces, qui ont vu ce qui se fait aux États-Unis, qui ont vu, etc. Mais les attentes sont tellement différentes aujourd'hui, la manière de travailler a tellement changé que si les outils qu'on utilise sont pas aussi différents que le rythme auquel les pratiques changent, il y a un décalage qui se crée dans l'expérience collaborateur et c'est ça qui crée de la frustration, de la friction et c'est ça qui va ensuite désengager petit à petit les personnes. C'est une belle conclusion. Utiliser ces outils pour diminuer la friction, faire en sorte qu'il y ait plus de collaboration, plus de fluidité dans les échanges et puis aussi plus d'ouverture parce que c'est vrai qu'on est une start-up, nous on le sait également, quand on voit certains cahiers des charges qui sont d'une lourdeur impossible, on a envie de se dire voilà, il y a un espace pour proposer quelque chose d'autre et c'est intéressant de se dire qu'il y a parfois cette ligne d'ouverture pour qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau. Les choses changent, ne regardons pas que derrière, mais voilà, essayons d'imaginer des nouveaux modèles. Et ce que vous faites, du coup, va dans ce sens et c'est assez formidable. Alors, je voudrais juste terminer sur une question un peu rituelle, qui est une question de prospective, où à chaque fois, quand je la pose, il y a « Ah, mais personne ne peut prédire le futur ». Donc, je vais la poser différemment cette fois-ci. C'est si demain, tu devais imaginer un espace de travail idéal, celui dont tu rêverais, à quoi il ressemblerait ? Un grand espace de vie, pour commencer.
Plutôt grand. Alors, bon, tout dépend du budget que tu me donnes. Hein, je sais pas dans ton jeu, mais on va dire des espaces de travail qui déjà reflètent une grande flexibilité. Ça veut dire que les personnes respectent idéalement ce qui s'appelle la clean desk policy, qu'on puisse vraiment avoir cette fluidité dans où est-ce que je veux travailler, à côté de qui je veux travailler. Donc des espaces de travail qui sont pensés pour être collaboratifs, dans lesquels le bruit, la vie est accepté, couplé à des espaces de réunion, 3-4 personnes, pas plus, peut-être une grande salle et voilà. Des espaces de focus, des phone box, des zones vraiment silencieuses. Donc assez modulaire. Ouais, hyper modulaire, ça c'est la clé pour moi, surtout que voilà, il suffit que l'entreprise soit en croissance et si on a mis des espaces figés, bah c'est fini, on doit déménager. Donc ouais, introduire de la flexibilité même dans le matériel qu'on choisit, ça c'est clair. Moi je mettrais, alors ça c'est, enfin je reprends aussi des idées, là c'est Jonathan Lasserre, le workplace manager d'une startup qui s'appelle Sorar, mais qui m'inspire un peu. C'est un restaurant mais hyper quali, vraiment quelque chose qui, tu vois, tu viens, tu te dis j'ai la cantine, mais la cantine c'est top chef quoi. Et ça, mine de rien, bah c'est un vrai impact par rapport à quand t'es en télétravail. Tu te dis je vais venir, il y a un bel espace, je vais pouvoir déjeuner avec mon équipe et en plus je vais bien manger, enfin c'est royal. Et pour moi, c'est un poste d'investissement qui est très intelligent pour les entreprises. Et puis il y en a quelqu'un qui sont allés dans ce sens-là et même ouvert sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'il peut être fréquenté par ouais, quasiment un restaurant. Enfin, en fait, ouais, comme si c'était un restaurant dans lequel juste l'entreprise a ses habitudes, quoi. Ouais. Et puis, si possible dans Paris, enfin, ou au moins bien desservi. Non mais oui. c'est bête, mais facile d'accès en tout cas. Voilà, et je vois, enfin, EY qui avait la tour First, mais qui est magnifique et qui a beaucoup communiqué là-dessus. Là, en 2024, ils reviennent vers Monceau, je crois, alors qu'on est sur une énorme boîte et que la défense, c'est vraiment la première chose à laquelle tu penses. Sur ce genre d'entreprise. Et ils en reviennent et pour moi, en tout cas à titre personnel, ça fait partie aussi ce principe de centralité là de l'espace de travail idéal. Donc voilà, je vais pas réinventer la roue, juste. Non, mais ça on retombe sur nos pieds avec justement la localisation qui redevient un facteur vraiment critique, puisque finalement le bureau, et je vais peut-être te citer, doit devenir un espace de vie qui doit s'intégrer dans la vie un peu plus large que simplement le fait de travailler. Donc la localisation, ça fait partie de ça. Passer sa vie dans les transports, je pense que peut être une priorité de tout le monde sur laquelle on peut s'entendre. Et puis avoir des bars à côté où voilà, non mais je sors beaucoup influencé, j'ai l'impression. Non mais au moins en sortant de voilà que en sortant de la tour, je rentre pas chez moi dîner et c'est tout quoi. Qu'il puisse y avoir au moins des occasions de sociabiliser facilement avec le reste de l'entreprise. Ouais. De la vie dans le travail, du travail dans la vie. Exactement. Une conclusion tout en poésie. C'est magnifique. En tout cas, merci beaucoup Vianney d'avoir participé à The Spacecraft, ce podcast que j'arrive à prononcer sans écorcher le nom. Donc au bout de ce 6e épisode, merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton expérience et celle d'Esker. Et puis voilà, merci encore. Merci à toi Julien et bonne continuation à The Spacecraft. À bientôt. Longue vie. Salut. Merci de nous avoir suivis et d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à faire une véritable déclaration d'amour à ce podcast en allant liker sa page LinkedIn et également en t'abonnant pour ne rater aucun épisode. Et en parlant de prochain épisode, le suivant c'est vendredi prochain et je vous promets du très très lourd. Alors à la semaine prochaine dans The Spacecraft.